Bonjour, bienvenue sur sudouest.fr et TVPI pour suivre ce débat sur les enjeux municipaux de Bayonne. Rappelons que le scrutin se déroule les dimanches 15 et 22 mars prochains. Merci à tous les candidats d'avoir accepté notre invitation. Pour animer ce débat à mes côtés, Panchika Delobel qui suit au quotidien l'actualité bayonnaise. Bonjour Panchika. Je vous laisse présenter les 5 têtes de liste qui sont sur la ligne de départ à Bayonne et on va le faire par ordre alphabétique. Jean-René Etchegaray, vous avez 73 ans, vous êtes maire de Bayonne depuis 2014. Avocat retraité, vous êtes encarté Renaissance, mais vous dites conduire une liste sans étiquette, dans laquelle on retrouve notamment des militants du parti Les Républicains et Horizon, et vous revendiquez aussi quelques Abertzale et anciens socialistes. Le nom de votre liste, Bayonne, l'essentiel c'est vous. Henri Etcheto. Vous avez 54 ans, enseignant, docteur en histoire. Vous exercez principalement au collège Albert Camus sur la rive droite de Bayonne. Élu d'opposition municipale, vous êtes encarté du Parti socialiste et menez votre 3e bataille municipale à la tête d'une liste de gauche. Son nom, Bayonne, tout simplement. Jean-Claude Iriart, vous avez 63 ans, ancien cadre de la fonction publique territoriale, aujourd'hui retraité. Vous êtes adhérent au sein de la formation de gauche Abertzale et Atchebaï. Vous étiez déjà candidat à la mairie de Bayonne en 2014 et 2020. La liste de gauche que vous incarnez, Bayonne en mouvement, regroupe des membres du Parti socialiste, des Verts, des Atchebaï, de Génération Écologie, de Place Publique, du nouveau parti anticapitaliste et de Génération. Pascal Sellier, vous avez 65 ans, instructeur dans l'aéronautique retraité. Vous êtes encarté au Rassemblement national, mais la liste que vous conduisez, Unis pour Bayonne l'alternative, n'a pas le soutien du parti de Marine Le Pen, car votre groupe compte des membres de Reconquête, la formation d'Éric Zemmour. La liste rassemble aussi des partisans de l'Avenir français, des Patriotes et de l'Union des droites pour la République. Sandra Pereira-Ostanel, vous avez 59 ans, vous travaillez comme rédactrice territoriale à l'aide sociale à l'enfance et exercez des fonctions syndicales. Vous avez d'abord adhéré au Parti socialiste avant de rejoindre LFI. Ajoutons aussi que vous êtes élu d'opposition à Anglette et que vous menez la liste Bayonne insoumise et populaire avec le soutien de Rêve, la formation du député Emery Caron. Merci Panchika. Nous sommes ensemble pour 1 heure, au cours de laquelle vous bénéficierez de l'équité en termes de temps de parole, l'occasion d'aborder plusieurs thématiques sur lesquelles la rédaction, mais aussi nos internautes et nos abonnés ont fait le choix de vous entendre. Et avant d'attaquer ces grands axes de débat, quelques questions, on va dire, plus politiques. Panchika. Oui, alors d'abord une question commune à l'ensemble des 3 listes de gauche. Le premier qui voudra répondra. La gauche cumulait 51,4% des voix au premier tour en 2014, 54,1% en 2020, et vous avez réussi à perdre 2 fois. Allez-vous renouveler cet exploit en 2026 ? Qui vous répond en premier ? Moi, je veux bien démarrer sur cette question-là. Allez-y, Jean-Claude Iriart. Puisque le constat que vous évoquez c'est la réalité. C'est aussi parce qu'on a voulu tenir compte de ce constat. Quand je dis nous, c'est l'ensemble des forces qui se sont rassemblées dans la liste Bayonne en mouvement. Quand on a face à ce constat de 2020, on a souhaité justement en tirer les leçons du passé. On a privilégié le fait d'inventer un nouveau modèle, de se remettre en question et de tenter d'organiser et de mettre en place une liste de premier tour qui rassemble l'ensemble des familles de la gauche bayonnaise. On y est arrivé en grande partie, pas totalement, puisqu'il y a 3 listes de gauche au niveau des élections 2026. Pour autant, on a porté cette notion de rassemblement. Donc, désormais, c'est les électeurs qui auront la clé, puisque ce sont à eux de se positionner effectivement entre les différentes listes et au sein des listes de gauche à choisir celle, la nôtre on l'espère, qui puisse incarner le plus possible le rassemblement dans la perspective du second tour. Vous avez peut-être envie de répondre à...
Oui, je dirais que le rassemblement, il ne faut pas simplement en parler, il faut le faire, surtout quand on a l'occasion de le faire. Vous l'avez rappelé, lors des 2 dernières municipales, la gauche aurait pu l'emporter. Nous avons fait les propositions à l'époque, elles ont été refusées. Sans cela, en effet, Bayonne serait gouvernée par une municipalité de gauche et tous les problèmes dont on va parler aujourd'hui auraient été traités d'une toute autre façon. Voilà, c'est ce qui est important. Donc je veux dire qu'il ne faut pas en rester, je le dis très amicalement à Jean-Claude Iriart, aux mots dans le rassemblement. Il faut passer aux actes. Et là, évidemment, nous verrons. Après, je dirais qu'il y a aussi une légitimité à ce que des familles de gauche de diverses sensibilités concourent. La famille Haber-Salé, LFI et la sensibilité de gauche républicaine que je représente. Donc après, j'espère que nous aurons vocation à nous retrouver pour inscrire le changement dans cette ville. Sandra Pereira-Stanel, LFI donc ne fait d'union avec personne, avec aucune liste de gauche dans les différentes villes. En tout cas, c'est les consignes qu'a donné Jean-Luc Mélenchon. C'est le cas aussi à Bayonne? Alors, c'est pas tout à fait ça. Et bon, moi, j'étais pas aux dernières élections à Bayonne, donc je regrette que la gauche, effectivement, n'ait pas pu gagner, faute d'accord. En même temps, la France Insoumise, elle a l'habitude de travailler de concert avec les partenaires pour faire ou plier la droite ou plier l'extrême droite, pardon. Et donc, effectivement, on a l'habitude, on a fait la NUPES, on a fait le NFP, on prend nos responsabilités dès lors que c'est important. C'est important pour qui? D'abord pour les gens, parce que 6 ans de nouveau avec une municipalité de droite, on aura les uns et les autres à prendre nos responsabilités. Donc nous les prendrons, nous aussi, au lendemain du premier tour. Ça veut dire que la porte est ouverte. Ça veut dire que notre combat, c'est la droite et l'extrême droite, pour répondre aux besoins des gens, pour ne pas faire 6 nouvelles années avec des politiques délétères ou l'absence de politique de réponse aux besoins de la population. Jean-René Etchegaray, vous mettez en avant une liste renouvelée à 40%, mais les avant-postes sont tous occupés par des Etchegarayens, je ne sais pas comment on peut dire, déjà présents au dernier mandat, voire aux 2 derniers mandats. Vous prétendez faire du neuf avec du vieux? Alors, moi j'aime le neuf et j'aime aussi l'ancien. L'expérience a aussi beaucoup d'importance, le rajeunissement également. Alors, moi je serais tenté de répondre à la question que vous avez posée à mes autres camarades, parce qu'après tout, on s'oppose, mais on ne se déteste pas. D'autant que vous avez, je ne fais pas le reproche, Madame Delobel, une vision binaire des choses, droite, gauche. Alors, il faudra constater qu'il y aura une primaire de la gauche, en quelque sorte, à ce premier tour. Vous ne l'avez pas dit, mais c'est moi qui le dis. Si j'étais journaliste, c'est ce que je considérerais comme étant cette réalité. Il y a une primaire à gauche. Sauf que, pour ce qui me concerne, je considère que dans cette ville, indépendamment de l'âge des uns et des autres, ce qui est très important, c'est de trouver un consensus. Cette ville a toujours été gérée avec modération. Alors, quand je vois que nous avons des extrêmes, qu'elles soient à droite ou qu'elles soient à gauche, ce n'est pas l'esprit de la ville. Je le répète ici, ce n'est pas l'esprit de notre ville. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je voudrais qu'on n'aborde pas ce sujet des élections, même s'il faut faire de la politique, en termes d'opposition entre blocs. Aujourd'hui, vous le voyez à l'Assemblée nationale, ce n'est pas tout à fait joyeux lorsque vous laissez les formations politiques y aller de leur train. Moi, je ne voudrais pas qu'on reproduise ici, à Bayonne, le bazar de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. On l'espère aussi. Pascal Le Cellier, donc vous n'avez pas eu l'investiture du Rassemblement national, mais des électeurs du Rassemblement national, il y en a à Bayonne. Qu'est-ce que vous leur préconisez? De voter pour vous ou de voter pour un autre candidat puisque vous n'avez pas l'investiture? Ne pas avoir l'investiture n'est pas un problème en soi. Ce qui est important, c'est de présenter un projet aux Bayonnais. Donc évidemment, nous, c'est une liste de rassemblement qui va du Rassemblement national, donc avec Reconquête et l'UDR, l'Union des droites pour la République. Donc nous leur proposons évidemment un projet pour les Bayonnais,
un projet alternatif dans lequel ils pourront retrouver une certaine dimension du Rassemblement national, mais on est avant tout dans une élection locale et il faut présenter un projet au Bayonnais en rupture avec ce qui a été fait avec M. Etchegaray ou avec mes adversaires de gauche. Donc nous sommes une liste, disons, atypique, avec un projet totalement différent de ce qu'a présenté M. Etchegaray pendant je dirais pas lui, mais la mouvance centriste à Bayonne depuis 70 ans. Donc nous incarnons une rupture et une ambition pour Bayonne. Merci pour ce premier tour de table politique. On va continuer avec la préoccupation de tous les Bayonnais et de ceux qui veulent y vivre, l'accès au logement. Alors Bayonne s'enorgueillit souvent d'être la ville du Pays Basque où il y a en pourcentage le plus de logements sociaux. Nous sommes autour de 27%. Jusqu'où doit aller Bayonne pour satisfaire la demande, Jean-René Etchegaray? Bayonne doit aller au-delà de 27%. D'ailleurs, on se donne les moyens d'aller au-delà de 27%. Nous avons 3 opérations qui ont été engagées. L'une au prix C, on livre actuellement des logements en locatif ou en accession au prix C, 350 logements, dont 45% de logements sont des logements sociaux. Je veux dire ici que 40% des jeunes qui vont se trouver dans ces appartements ont moins de 30 ans et 50% ont moins de 40 ans. Alors, c'est ça la politique du logement à Bayonne. Et si on veut aujourd'hui avoir une démographie positive, un solde naturel positif, c'est-à-dire un nombre de naissances supérieur au nombre des décès, c'est le cas à Bayonne. Nous sommes la seule ville à avoir aujourd'hui un solde naturel positif. De peu, je vous le concède, de peu, mais la seule ville. Alors, c'est parce que nous avons mis en place des politiques permettant aux jeunes générations de pouvoir se loger. Parce qu'après le prix C, il y aura le CQ3 et il y aura le CQ4. Et avec le même système, c'est-à-dire un projet d'aménagement public confié à Habitat Sud-Atlantique, notre bailleur social, et qui va réaliser dans chacune de ces opérations 45% de logements sociaux. Pour autant que nous ne soyons pas en situation de devoir vivre ce qui se passe dans un certain nombre de communes, à savoir des recours qui sont réalisés, qui sont engagés par un certain nombre d'habitants qui habitent des pavillons et qui estiment qu'ils n'ont pas à subir ce type d'outrance. Moi je le dis, Bayonne continuera à faire des logements sociaux pour répondre aux besoins de la population. Mais, et je termine là-dessus, je souhaiterais que les communes voisines puissent en faire de même, car les obligations de la loi SRU s'imposent à partir de 3500 habitants. Là, le Sud-Ouest organise chaque année, et c'est fort bien, du reste, une rencontre autour de la question du logement. Et vous voyez comment les choses évoluent, certes, et que les maires ont conscience de leurs obligations, mais enfin, il y a beaucoup de communes autour de Bayonne qui ont plus de 3500 habitants, 6 000, 8 000, 9 000, 10 000, et ces communes-là doivent aussi réaliser les logements sociaux. Or, ils ne sont pas seulement en dessous de nous, ils sont nettement au-dessous des 25% de la loi. Et je veux dire que la loi a fixé 25% de logements sociaux, et cette loi, on finirait par l'oublier. Elle est de 2000. Il y a 26 ans que le législateur a fixé cet objectif. Et c'était une loi portée d'ailleurs par Guesso, un élu communiste, à l'époque où le gouvernement était un gouvernement social-communiste. Et moi, je dis que cette loi est une très bonne loi et il faut la maintenir. Mais il faut surtout la respecter. Donc, et oui. il faut que tout le monde la Donc respecte. Bayonne doit prendre sa part aussi, les autres communes évidemment. Il faut quand même nuancer ce que vient de dire M. Etchegaray. Le respect du pourcentage de logements sociaux à Bayonne, ce n'est pas le bilan de M. Etchegaray, c'est le bilan de ses prédécesseurs, et en particulier d'Henri Brenet, qui avait été visionnaire là aussi sur ce domaine-là. Et quand on regarde les chiffres, et en particulier depuis le mandat de 2020, la production de logements sociaux, c'est largement plafonné à Bayonne. Donc on ne peut pas s'abriter non plus sur les manques de certains de nos voisins qui existent, qui sont réels, mais je dirais qu'il faut regarder les tendances aussi, parce que certains ont fait des efforts. C'est le cas à Bidart, c'est le cas à Anglette et dans d'autres communes aussi.
Donc Bayonne doit évidemment assumer sa place parce que le problème, c'est le problème des gens, hein, c'est le problème des habitants. Et des Bayonnais, pour commencer. C'est eux qui attendent pendant des mois. Alors on parlait de 2 ans et demi, mais pour beaucoup c'est beaucoup plus long que ça. Où faut-il un nouveau construire, logement Monsieur social. Etcheto? Vous dites souvent qu'il faut construire la ville sur la ville. Tout à fait, voilà. Donc je pense qu'il faut prioriser là aussi, hein, il faut prioriser ce qu'on appelle les friches urbaines, c'est-à-dire les zones qui sont déjà artificialisées. Donc l'exemple qu'on a en tête et qu'on peut d'ailleurs partager ici, c'est l'aménagement du quai de Lesseps, dont on se demande d'ailleurs pourquoi, au bout de 20 ans, il en est toujours, je dirais, au point mort. Là, on a sans doute manqué de volontarisme politique pour accélérer ce genre d'opération. En revanche, il faut faire preuve de discernement et respecter aussi, pour les autres exigences évidemment environnementales, la non-artificialisation de zones d'espaces verts de qualité, comme le fameux espace de l'ANA dit prix C2, hein, où là on pense en effet que ce n'est pas un choix judicieux d'urbaniser cette parcelle. D'ailleurs, je note que ce projet est avancé un peu masqué. On n'en a jamais parlé en conseil municipal, Jean-René, c'est bien malheureux. Ça aurait mérité des débats publics qui auraient peut-être évité certains désarrois, notamment des riverains. Peut-être, M. Etchegaray, une précision sur prix C2, et puis après on passe aux autres candidats. C'est un bon exemple, Madame Delobel, de la situation dans laquelle se trouvent les maires qui souhaitent construire des logements. Parce que on ne veut jamais qu'on construise devant chez soi, à côté de chez soi. L'opération dite l'ANA, appelée par un certain nombre de propriétaires de pavillons autour de l'ANA, c'est une opération qui veut être portée par Habitat Sud-Atlantique qui a acheté le terrain. C'est un terrain de 5 hectares. 2 hectares qui sont boisés. 2 hectares qui ne seront jamais touchés. Mais de considérer que là où passe le bus avec une cadence extrêmement importante, on ne puisse pas imaginer de construire des logements, c'est une aberration. Alors, je le dis, en disant ça, j'ai bien conscience qu'il y a des habitants de pavillons qui ne seront pas contents d'entendre ce que je dis à l'instant. Je l'assume. Nous sommes dans une ville qui a toujours été au rendez-vous de la construction de logements sociaux. Et si notre ville est dynamique aujourd'hui, c'est pour ça. Et si notre ville n'a que 4% de résidences secondaires, parce qu'on ne parle pas de ça, 4% de résidences secondaires, donc 96% de personnes qui ont leur habitation principale à Bayonne. C'est aussi parce que nous faisons en sorte que ces logements puissent s'adresser à notre population. Jean-Claude Deria, on va faire continuer le tour de table. Une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit et comment avoir justement besoin loger un peu plus. Sans avoir besoin de regarder les horloges, je pense que M. Etchegaray a déjà un petit peu un temps d'avance significatif par rapport à nous. Concernant le logement, pour nous, l'objectif il est très clair. Il s'agit effectivement de renforcer l'offre de logements sociaux sur la ville de Bayonne. Parce qu'à l'inverse de ce que dit M. Etchegaray, cette offre de logements sociaux... Mais combien de logements sociaux y a-t-il à Bayonne? Je ne vous ai pas interrompu, M. Etchegaray. Non, mais combien de logements? J'aimerais bien avoir la possibilité... Vous avez mais déjà je beaucoup réponds, parlé. 7 000. Voilà. 7 000. Donc, augmenter l'offre de logements sociaux sur la ville de Bayonne, puisque cette offre de logements sociaux aujourd'hui sur Bayonne stagne depuis de très longues années. Alors, on est très heureux d'entendre aujourd'hui Jean-René Etchegaray nous dire qu'il va augmenter l'offre de logements sociaux, alors que le bilan de son mandat, c'est qu'on plafonne à 25-26% de logements sociaux. 27. À 1% près, vous pensez que c'est la réalité de la... Vous voulez parler des communes voisines, combien elles font? Je continue mon raisonnement si vous permettez. Moi, je pense avant tout, peut-être à l'inverse de M. Etchegaray, je pense avant tout aux 4600 demandeurs de logements sociaux qui sont en attente de logement. Derrière ces 4600, c'est un chiffre qui est très significatif. C'est beaucoup de familles monoparentales, hein, c'est le tiers des familles bayonnaises, hein, les familles monoparentales. Ce sont des jeunes qui cherchent à quitter le logement familial, mais qui n'ont pas suffisamment de ressources pour pouvoir effectivement acquérir un logement. Ce sont des personnes âgées qui recherchent un logement plus important. Et il est très important de signaler que les 3/4 de ces personnes-là, les 3/4 de ces 4500 demandeurs de logements sociaux ont des revenus inférieurs à 25 000 € par an.
Voilà, on parle de cette catégorie de population, c'est-à-dire des personnes qui pourraient accéder aux logements sociaux les plus accessibles. La réalité de la politique du logement, M. Etchegaray, ce n'est pas tout à fait ce que vous avez dit sur la ville de Bayonne. C'est qu'aujourd'hui, la majorité des logements, le PLU bayonnais aujourd'hui, fait en sorte que la majorité des logements qui sont produits sur la ville de Bayonne le sont sur le marché libre, le sont sur la promotion libre. Et donc accessibles uniquement à des ménages qui disposent des revenus suffisants pour pouvoir y accéder. C'est ça la réalité. Donc si on veut effectivement remettre en avant une production offensive de logements sociaux, ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas le faire. Mais Bayonne doit continuer à le faire aussi, parce que la demande est là et la demande l'attend. Voilà. Ça veut dire que ça passe par je voudrais juste dire que ça passait par une modification du PLU qui nécessite d'imposer du logement social dès les petites opérations, à partir du troisième logement, et qui nécessite que sur tous les programmes au-delà de 20 logements, on puisse atteindre des pourcentages de logements sociaux de l'ordre de 60%. Voilà, c'est comme ça qu'on va résoudre la crise du logement. Alors moi, M. Etchegaray semble satisfait de la politique en matière de logement sur la ville de Bayonne. Enfin, franchement, M. Etchegaray, et pour compléter ce qui a été dit, le premier des besoins de la population, ça reste quand même un toit sur sa tête. Au-delà des sans-abri déjà, parce qu'il y a aussi dans la ville de Bayonne un certain nombre de sans-abri, mais la première des priorités reste quand même le logement. Pourquoi ? Parce que sans logement, on ne peut pas s'insérer, on ne peut pas aller travailler dans de bonnes conditions, mais comment etc. fait-on, Madame Ossane ? Je vais continuer. La liste, la loi SRU est respectée, 27%. Ça a été dit aussi pourquoi il y a de nombreux logements sociaux sur la ville depuis très longtemps. Bayonne est une ville populaire. Il faut néanmoins continuer, oui, de construire et de produire du logement, regarder et faire attention à la question écologique, bien entendu, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, les listes s'allongent sur la question du logement, et je pense qu'ici, autour de la table, ou du moins je l'espère, on connaît tous quelqu'un dans sa famille, un ami, un voisin, un collègue, quelqu'un qui cherche un logement. Et c'est une détresse la plus totale de chercher un logement, voire les jeunes qui repartent chez leurs parents. Des familles qui s'éloignent et donc qui auront une problématique également de transport, donc de coût aussi par rapport au pouvoir d'achat, puisqu'il y aura la problématique du coût du transport. Donc moi j'ai envie de dire, oui, il y a des projets qui fleurissent, mais à qui s'adressent-ils ces projets ? À qui s'adressent-ils ? À la Citadelle, 65% de logements sociaux à la Citadelle. 637 logements, dont 65% de logements sociaux. Anticiper la forte démographie que l'on vit sur notre territoire, c'est aussi une réalité. Ça veut dire qu'on doit anticiper la venue de toutes ces personnes. Et ce qu'on constate, c'est la gentrification. On en a parlé il y a quelque temps. Également, donc, des télétravailleurs qui viennent, des couches sociales aisées, des retraités qui viennent sur notre territoire. Et le constat, c'est que les gens qui habitent ici, qui vivent et travaillent ici, ne peuvent pas se loger. Donc c'est un manque aussi d'anticipation clairement politique. Donc nous, on pense qu'il faut regarder également la question du gel des loyers, de regarder le gel des loyers sociaux, construire, ça c'est une évidence, et contrôler également l'encadrement des loyers, réellement accompagner cet encadrement-là. Mais qu'est-ce qu'on fait, madame ? À la Citadelle, M. Etchegaray, vous n'avez pas vraiment aidé le bailleur social HSA en lui vendant, en faisant vendre par la ville, au-delà du prix des domaines. Franchement, ça, c'est une pratique qui n'est pas très, très favorable au logement social. Et là, quand on utilise un petit peu l'argent d'HSA, donc celui des locataires, pour renflouer un peu les caisses de la ville, ça ne me paraît pas justement être raccord avec votre plaidoyer liminaire. Non, mais 65%, c'était déjà une résidence. C'est une des plus vieilles résidences sociales. Réduisez votre analyse au seul programme d'ampleur, c'est-à-dire au-delà de plus de 100, 200, 300 logements. Et tous les logements qui se produisent sur le marché. Alors, je connais votre thèse, mais vous l'avez
personnes vous l'avez bénéficiant de revenus élevés. vous l'avez exposé ce qu'il fallait et ce que l'on fait, puisque le projet de PLUI, alors ça vous a peut-être un peu échappé, mais le projet de PLUI qui va effectivement être adopté dès après les élections, en tout cas moi je l'espère, prévoit notamment pour Bayonne de réduire et de baisser le seuil à partir duquel il faut faire des logements sociaux. On va redescendre à 8. Et ce projet de On va PLUI, descendre à 8. Pourquoi ça fait 10 ans que vous y travaillez et pourquoi n'est-il pas encore sorti? Vous êtes écoutez, également, parce qu'en fait, vous êtes président de l'agglomération. Quand Mais on porte une vraie on a- volonté de peser mais- sur le logement mais, social, monsieur, pourquoi on n'est pas plus mais réactif pourquoi vous ne sur parlez la pas de la modification mixité des PLU? Est-ce que vous savez que la politique de logement est portée par la communauté d'agglomération? Non, mais le PLU, Que il est nous bien sommes voté un par bassin, attendez, que nous sommes un bassin de vie. Et que moi je suis en train de vous parler de la mixité sociale. C'est-à-dire de je suis faire en d'accord avec sorte qu'on fasse plus de logements à Bayonne. Et mon objectif, c'est de ne pas être en dessous de 30%, mais en même temps, ne faisons pas en sorte qu'il y ait à Bayonne une forme d'appel d'air. Il y a 7000 logements sociaux à Bayonne. Il y en a 7000. Il serait intéressant, Et excusez-moi, donc, ça veut d'entendre dire- Monsieur ça Le veut- ça Cellier veut dire sur la que c'est question. ici, madame, Oui. mais madame Delobel, ça veut dire que c'est à Bayonne qu'on vient chercher des logements parce qu'il n'y en a plus qu'à Bayonne et qu'on n'en fait pas ailleurs. Mais Alors, vous êtes président de l'agglomération, donc Oui. peut-être qu'il faut convaincre vos copains. je tente de le faire, mais je suis seul contre On tous. va- J'aime bien, Ah oui, j'aime c'est- bien les situations de minorité. Hein. C'est le- Et ça ne me gêne pas. Mais c'est je le vais rôle vous du dire maire une chose, sortant. on est parfaitement à l'aise à Bayonne sur ce sujet. Monsieur Le Cellier. Merci. Non, moi je suis sidéré, si vous voulez, parce qu'on parle de logement, on ne parle pas environnement, urbanisme, mobilité. Vous anticipez sur les prochains thèmes. Mais c'est bien, on avance. Non, je pense que quand on prétend être maire d'une ville, il faut penser global. Voilà. Donc, on parle de construire des logements, mais après, ce sont des gens qui se déplacent. Et on voit bien les problèmes de mobilité aujourd'hui à Bayonne. Donc, je pense qu'il faut penser globalement sur le problème du logement. Moi, je pense, et mon équipe, il faut stabiliser la population à Bayonne. Déjà, on voit que ça a 15 000 habitants en 25 ans à peu près, ça fait quand même beaucoup. Les équipements n'ont pas suivi. C'est une première chose. Ensuite, à Bayonne, il y a 50% des résidences principales qui sont sous-occupées et 5% de logements vacants. Donc avant de construire, il faut déjà essayer d'occuper les logements qui existent. Alors évidemment, il y a des décisions qui doivent être prises au niveau national, donc c'est le rôle des députés. On a vu qu'au travers des dernières lois, donc la machine a été bloquée, donc il y a moins de rotation dans les logements, qu'ils soient privés ou publics. Donc il y a des mesures à prendre, les conditions d'éligibilité dans le logement social, le supplément loyer, etc. Il y a des choses à revoir. Ce n'est pas forcément ceux qui sont les plus démunis qui occupent les logements sociaux. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, le logement doit être il faudrait pensé. faites du porte-à-porte, monsieur Le Cellier. Faites du porte-à-porte. Je finis, je vous ai laissé parler, vous me laissez parler. Non, mais faites du porte-à-porte et vous verrez qui vous avez dans les cités. Monsieur Tchegaray, le logement doit être pensé au niveau du schéma de cohérence territoriale. Le projet du CK4 a eu un avis défavorable par le commissaire enquêteur public. Donc, pour diverses raisons, une des raisons, c'est le fait que ça doit être pensé au niveau d'un bassin de vie plus grand. Ça, c'est quand même... Et donc, ça rejoint le fait qu'à Bayonne, il faut déjà amortir cet excès de population. Comme ça a été dit, c'est pas forcément... Le sol, ce sont des gens qui viennent habiter sur la côte basque, mais ce ne sont pas forcément des gens de Bayonne. Je continue, donc il faut répondre. Je continue, monsieur Tchegaray. C'est ce que vous voulez dire. Je continue. Donc, le logement à Bayonne, il faut d'abord loger, je pense, les Bayonnais. Donc ça veut dire les jeunes, les jeunes actifs. C'est difficile à trouver qui sont les Bayonnais des pas Bayonnais. Non. À Bayonne, il y a des étudiants, il y a des jeunes actifs, il y a des saisonniers, etc. Donc, la priorité doit aller aux jeunes et aux seniors. La population vieillit. Donc, il faut offrir donc, aux seniors une manière de se loger et ce qui pourrait, apporter une rotation dans le logement. C'est-à-dire des personnes qui occupent des logements qui sont trop grands pourraient donc venir en résidence autonome à espace commun. Donc, nous sommes favorables, nous, à des résidences à espace commun pour les jeunes et pour donc
les seniors. Voilà nos priorités. Merci pour ce premier tour de table un peu long, mais forcément passionnant, parce que c'est un sujet prégnant. Et vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Le Céli, vous parliez de mobilité et de logement qui sont très liés. Ça confirme ce que nous disent aussi nos lecteurs, internautes et abonnés quand ils nous sollicitent pour poser des questions aux candidats bayonnais. Alors, on va poursuivre avec l'attractivité de Bayonne, qui peut être aussi expliquer pourquoi beaucoup veulent s'y installer, et c'est bien normal. On ne va pas parler de surtourisme parce que je pense que ce n'est pas le cas, mais il y a quand même de gros temps forts qui sont de plus en plus difficiles à gérer. Les fêtes de Bayonne, la foire au jambon, les animations autour de fin d'année qui apportent beaucoup de population. Ces événements sont-ils devenus trop gros, Henri Etcheto ? Cette attractivité à tout prix, vous l'avez dit, c'était la grande obsession du mandat de M. Etchegaray et de Mme Durruti. C'était l'attractivité de la ville, quoi qu'il en coûte. Mais évidemment, elle a un prix. Elle a un prix, je ne parle pas du prix, ça on parlera peut-être du budget tout à l'heure, mais elle a un prix sur la qualité de vie des Bayonnais, des habitants. Elle a un prix aussi sur certains événements, on va y venir, sur la sécurité. Elle a un prix aussi sur l'image de la ville parfois. Et je crois que l'impératif désormais, c'est de reprendre le contrôle sur cette attractivité de la ville, et notamment à l'occasion des grands événements. Évidemment, on pense immédiatement aux fêtes de Bayonne, on peut penser aussi à la foire au jambon, puisque là, clairement, voilà, on a un événement patrimonial qui a, pardonnez-moi l'expression, dévissé et qui échappe aujourd'hui pratiquement à tout contrôle. Il faut en reprendre la maîtrise, c'est une urgence. Nous voulons travailler à une requalification de la foire au jambon. Nous voulons en faire un événement de qualité, en renouant justement avec son esprit, en faisant un événement dédié à la valorisation du savoir-faire agricole, culinaire, gastronomique du Pays Basque. Et ça permettrait d'ailleurs de mettre en valeur l'excellence du Pays Basque et du Sud-Ouest, notamment dans ce domaine. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Non, aujourd'hui, évidemment, on voit bien ce qu'est devenu la foire au jambon, en particulier à partir du vendredi après-midi. On a un événement qui est tout autre. C'est devenu un rendez-vous festif qu'on ne maîtrise plus tout à fait. Donc je crois que ça, il faut qu'on s'attache à reprendre le contrôle. Sandra Pereiro-Stanel, est-ce que vous avez un avis On parlera aussi peut-être des fêtes après plus largement. Oui. Est-ce que vous avez un avis sur comment fait-on pour trouver un équilibre, pour trouver le juste milieu? En fait, des gens qui cessent cette communication et cette publicité sur Bayonne, effectivement, les fêtes de Bayonne, au niveau de la fréquentation, elle est devenue exponentielle. Elle est devenue coûteuse. 50% du budget des fêtes, c'est aujourd'hui la sécurité. Elle est violente aussi parfois. Je pense aux violences sexistes et sexuelles. Je pense aussi, elle a connu un mort malheureusement également. Donc je pense qu'il faut retrouver des fêtes populaires, des fêtes familiales. C'est ce qu'attendent les gens. Je partage sur la question des grands événements sur la ville de Bayonne. Il y a la foire au jambon aujourd'hui est devenue et prend le chemin des fêtes de Bayonne. On vend même un dress code au chapiteau officiel aujourd'hui pour les fêtes de Bayonne, pour les fêtes, la foire au jambon. Donc je pense qu'il faut vraiment revenir à quelque chose de beaucoup plus local. Je pense également qu'il faut ouvrir le débat avec les citoyens, avec les commerçants, avec les associations, avec des artistes sur ce qu'ils veulent comme fête de Bayonne et comme événement important dans la ville. Je pense que ça, c'est important. Nous, on avait pensé à un observatoire citoyen de la vitalité culturelle, par exemple, mettre tout le monde autour de la table pour savoir ce qu'ils souhaitent pour les fêtes de Bayonne. Alors, on pense aussi qu'il faut vraiment redonner aux artistes et aux producteurs locaux, aux cultures basques et gasconnes, et tous ces artistes que nous avons sur le territoire, leur donner la possibilité de participer pleinement pour qu'on retrouve les fêtes de Bayonne d'antan, j'ai envie de dire. Je souhaitais dire un mot sur la question de la corrida. C'est pour nous aussi un grand événement. Donc on l'a fait savoir, nous ne sommes pas favorables à la corrida et on propose même de mettre fin aux subventions et à l'accueil des corridas à Bayonne. Pour nous, c'est ni un art, ni un spectacle. Je pense que maintenant, il faut être clair par rapport à ça. Donc on s'attellera... Sur la corrida, on peut faire un rapide tour de table peut-être pour un rapide tour de... Faites et corrida, peut-être Jean-Claude Herriot, on va
Allez-y. Mais pour les corridas, donc il n'y a pas de notre côté de décision de supprimer les corridas, malgré le côté clivant qu'elles génèrent au niveau de la société, y compris dans notre propre dynamique. Par contre, nous considérons, nous, que ce n'est plus à la ville de Bayonne d'organiser en direct la corrida. Donc c'est une activité qui, pour nous, doit être externalisée via une régie, via une association qui organisera l'activité taurine de la manière dont elle le souhaite, mais sans l'aide publique, sans les financements publics de la ville de Bayonne. Mais d'ailleurs, s'agissant des financements, moi, je n'ai pas su trouver combien ça coûtait. Voilà, Non, j'ai parce qu'aujourd'hui, vraiment tout pas est mélangé, oui, et tout est effectivement, mélangé, donc, il n'y a pas une transparence oui, ben voilà. nette. Donc, pense c'est que juste le pas Concernant le il nous budget des répondra fêtes quand et ça des sera son activités tour. taurines. J'enchaîne sur les fêtes peut-être, Oui. ou la question de la Oui, surfréquentation. oui, de la surfréquentation. Bon, parce que je pense que c'est la surfréquentation. Vous disiez qu'effectivement on n'était pas encore exposé au risque du surtourisme, mais il faut aussi y faire attention. Je pense surtout à l'impact sur le centre-ville. C'est-à-dire qu'il y a quand même une tendance à voir émerger un modèle touristico-festif, voilà, qui donne une coloration de plus en plus forte au centre-ville de Bayonne. Et ça, c'est très important de ne pas faire en sorte que ce centre-ville bayonnais échappe à sa fonction principale qui doit rester, c'est la fonction de résidence. Il y a des fonctions commerciales, activités économiques, des fonctions de résidence, elles doivent rester premières sur le centre-ville, elles ne doivent pas se laisser menacer, comme c'est un peu le cas de temps en temps aujourd'hui, par effectivement un excès d'une politique touristique ou, et j'en viens à la question posée, ou la surfréquentation au moment des grands événements tels que les fêtes de Bayonne et la foire au jambon. Par rapport à la surfréquentation actuelle, donc tout le monde est d'accord sur le constat et je pense qu'on est d'accord aussi sur la manière d'y remédier, c'est qu'il faut très clairement assumer l'objectif de diminuer cette fréquentation et d'élargir le périmètre des fêtes. Je pense qu'il y a deux façons de réguler la situation actuelle. Pour nous, ça passe par la nécessité de réinventer ou de redéfinir le modèle des fêtes que nous souhaitons à horizon 5-6 ans. Parce que les fêtes de Bayonne, c'est un peu un paquebot, on ne le modifie pas de façon radicale. Ça nécessite effectivement d'y apporter des touches de modification et de réformes progressives pour atteindre le modèle que l'on souhaite à échéance de 5 ou 6 ans. Ce modèle-là, il faut vraiment le définir en concertation via ce qu'on dit, nous, la commission extra-municipale, à qui on donne la véritable capacité de définir ce modèle-là, en y intégrant forcément la prise en compte des commerçants et en y intégrant la prise en compte des habitants. Aujourd'hui, les habitants ne sont pas représentés dans cette démarche de concertation. Donc ça, c'est essentiel. À partir de là, pour nous, il n'y a pas de question tabou. Ça veut dire qu'il faut réinterroger le choix des dates. En tout cas, il faut se donner la possibilité d'interroger le choix des dates, d'interroger le périmètre. On reste avant le 14 juillet, c'est ça Mais définissons le modèle que l'on veut et si les dates doivent changer au début du mois de juillet ou à la fin du mois d'août ou voire au mois de septembre, si c'est la volonté collective, on ne faisons pas du choix des dates une question de tabou. L'important, c'est de redéfinir le modèle tel qu'on le souhaite. C'est une question que vous poserez. Pardon ? Si vous êtes élu maire, c'est une question que vous mettrez sur la table. En tout cas, c'est une question qu'on n'interdira pas d'interroger, très clairement. Pascal Le Cellier. Oui, donc je partage certains faits là, qui ont été dits. Sur la surfréquentation, moi, la question que je me pose en tant que Bayonnais, c'est une ville qui, pendant 5 jours, est quand même très compliquée. C'est-à-dire, il y a le périmètre des fêtes, payant, et puis alentour sur quelques hectomètres. Et là, il y a vraiment une surfréquentation. Il y a des gens qui campent n'importe où, des voitures partout. C'est difficile de circuler à pied, en vélo, en voiture. On peut même blesser quelqu'un qui ne devrait pas être là. Donc la première chose, je pense, à faire, c'est peut-être ces gens qui sont là ne devraient pas être là. Il y a des campings en dehors de Bayonne, il y a des hébergements possibles, il y a des bus qui circulent. Donc déjà, le minimum, c'est peut-être faire en sorte d'appliquer la loi en dehors du périmètre des fêtes. Donc déjà, si on faisait ça, ça serait peut-être intéressant. Il y aurait peut-être déjà moins de monde à quelques pas du périmètre des fêtes. Ça, c'est une première chose. Ensuite, je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il faut consulter les Bayonnais, les commerçants, les Bayonnais, etc. Il y a des outils qui existent, il y a le conseil des quartiers, on peut les questionner, on peut faire un référendum. Il faut que les Bayonnais
puissent dire leur mot sur ces fêtes. C'est-à-dire un référendum pour dire quoi? Vous, maire de Bayonne, vous pensez peut-être à supprimer les fêtes de Bayonne, à Supprimer les fêtes de Bayonne. les réduire à un Non, week-end? La vie des Bayonnais, c'est-à-dire poser quel type de fête ils veulent, est-ce qu'ils veulent des fêtes plus locales, etc. Donc il faut poser la question aux Bayonnais, parce que j'ai l'impression que ça se passe entre certaines corporations et que les Bayonnais, d'ailleurs certains Bayonnais, quittent Bayonne pendant les fêtes. Donc la question se pose. Moi je pense que les Bayonnais, il faut leur poser la question de quel type de fête ils veulent. Pour ou contre la corrida? La corrida, ça fait partie, disons, des patrimoines, traditions. S'il y a des gens que ça intéresse, c'est tant mieux pour eux. D'autres qui n'aiment pas, c'est comme ça. Je pense que c'est l'évolution de la société, la pédagogie, etc., qui feront peut-être que ça évolue. Voilà. Mais ça fait partie. Une majorité de la population n'en veut plus. De la Quelle majorité? Bon, franchement, sur cette question-là... Est-ce que c'est la majorité bayonnaise? Est-ce que c'est la majorité du Sud-Ouest? Est-ce que c'est la majorité française? Là, on est à Bayonne. C'est aux Bayonnais de se positionner. Henriette Chéteau, même question? Oui, la corrida, c'est un élément. La corrida, c'est un élément très ancien du patrimoine bayonnais. Donc là, pour nous, il n'y a pas de question là-dessus. Sur sa gestion, en effet, il s'agit peut-être de la faire évoluer. En ce qui concerne Sandra, en ce qui concerne je vais terminer. En ce qui concerne les fêtes de Bayonne, le constat est en effet partagé. Il faut quand même aussi rappeler que c'est là aussi un élément important du patrimoine bayonnais. Il s'agit d'en assurer la pérennité, mais aussi la réappropriation de cet événement par les Bayonnais. Et tout ça, c'est ce que je disais tout à l'heure pour la foire au jambon, il faut aussi en reprendre le contrôle. Alors on n'a pas ici le temps d'égrener toutes les pistes, et c'est un travail en effet de concertation qu'il faudra commencer dès le lendemain de l'édition 2026 qui est prévu bien entendu, un travail de longue haleine en y associant les acteurs, les participants et les Bayonnais, bien entendu. Et en effet, pour lui donner une légitimité, j'espère qu'on arrivera à une réforme des fêtes, non pas du tout à leur suppression, mais une réforme qualitative et qui pourrait donner lieu, en effet, c'est une bonne idée, à un moment de démocratie locale, une consultation. Je crois que ça serait une bonne façon, un bon sujet pour engager un débat qui sera nécessairement... il doit être profond et complexe. Monsieur Etchegaray, vous êtes maire, pardon, excuse-moi. Vous êtes maire depuis 2014. Vous n'avez pas questionné les Bayonnais sur les fêtes de Bayonne Alors, c'est curieux parce que vous posez une question sur l'attractivité de la ville, le tourisme, et voilà qu'on ne parle que des fêtes de Bayonne. Dans une semaine, dans une année, il y a 365 jours. Les fêtes de Bayonne, c'est 5 jours. Je veux bien considérer que c'est important, et je vais en parler bien évidemment, mais les 360 autres jours où on continue à vivre, la question c'est de savoir si nous avons à Bayonne un problème de surtourisme et se poser la question de savoir pourquoi nous en sommes à être une ville aussi attractive. La réponse? C'est que quand on se compare, on constate que simplement on a grand plaisir à vivre à Bayonne, que beaucoup de gens décident de venir vivre à Bayonne à leur retraite, souvent des personnes qui ont eu une attache avec le territoire, auparavant pour des raisons professionnelles ou autres, donc ils reviennent vivre à Bayonne. Et donc vous avez là une attractivité de cette ville, et je vous demande quand même de vous interroger de temps en temps. Et puis s'il faut prendre un exemple, et je ne me réjouis pas forcément de ce que je vais dire, mais enfin je me dis que c'est un fait. C'est pas moi qui décide de Michelin Tourisme les étoiles qu'il faut attribuer aux villes. Il se trouve que, je l'ai appris hier après-midi, que nous aurons des étoiles à Bayonne pour un certain nombre de questions. Le musée Bonaelleux, ça ne vous étonnera pas, sans doute, 3 étoiles, que nous aurons donc à Bayonne. Alors, ça participe de l'attractivité. Est-ce qu'il faut empêcher cette ville d'être une ville désirable ? C'est ça la question. Alors, cette attractivité, je vais vous dire, il faudrait que cette ville soit dans la situation où elle était avant 1995, où la population déclinait, 39 000 habitants en 1995, aujourd'hui près de 55 000 habitants. Est-ce beaucoup trop en peu de temps ? Certains considèrent que oui, ça serait le cas si l'on n'avait pas maîtrisé la situation. Alors, moi je dis ceci,
c'est qu'il faut faire attention effectivement à la surpopulation dans certains moments de l'année, les 5 jours. Alors, auxquels s'ajoutent les 3 jours de la foire au jambon, si vous voulez, et puis d'autres événements aussi, parce que la moindre chose qui se passe dans le centre-ville attire de la population. Même le carnaval, il y a quelques jours, c'est très populaire le carnaval. Personne n'est en train de dire que ce n'était pas bien. Alors c'est vrai que ce n'est pas à l'occasion du carnaval que nous avons, des problèmes comme on a pu avoir avec ce meurtre de M. Lanier en 2023 et qui est comme une brisure en quelque sorte dans l'évolution de nos fêtes. Il y a un problème de surnombre. C'est la raison pour laquelle, moi je dis, et je vais être rapide là-dessus, décider d'avancer la période des fêtes. Elle se déroulait quasiment fin juillet, voire début août. De proche en proche, nous l'avons fait remonter à la mi-juillet. Et ça, c'est une décision que nous avons prise. Il faut réinterroger la date des fêtes. Ben oui, enfin, si certains considèrent qu'il faut la faire en plein hiver, poser la question à la population, y compris la population bayonnaise, je crois qu'il n'y aura pas grand monde qui sera d'accord. Alors, soyons sérieux, ces fêtes sont des moments de liesse où toutes les générations, je dis bien toutes les générations, s'amusent. C'est vrai, et M. Chito l'a dit tout à l'heure, il arrive à partir du vendredi, et surtout à partir d'une certaine heure tardive du vendredi, du samedi, où effectivement il y a une forme de bascule qui peut s'opérer. Et alors, la solution, ça a été d'éviter le surnombre. On a diminué en 2024 de 15% par rapport à 2023 la fréquentation de nos fêtes, ne serait-ce que par les mesures que je viens de dire, et aussi le fait que nous avons fait l'ouverture des fêtes à 17h et non pas à 22h, ce qui a également donné de meilleurs résultats parce que la dislocation de l'ouverture des fêtes de Bayonne entraînait un certain nombre de situations en termes de sécurité. Alors, terminer en vous disant que les fêtes de Bayonne coûtent beaucoup aux contribuables bayonnais, encore, même si nous avons institué contre l'avis des oppositions le paiement des fêtes pour permettre effectivement de mettre en place de la sécurité et avec cette sécurité de la payer. Effectivement, ces bracelets qui sont d'ailleurs gratuits pour les personnes qui ont moins de 16 ans. Justement, Monsieur Etchegaray, si vous pouvez me permettre, on va passer bientôt au prochain thème. Mais attendez, sur la question de l'entrée payante aux fêtes, puisqu'on y est, on fait un tour de table rapide pour que les Bayonnais et les Bayonnaises... Je n'ai pas parlé des corridas. Ah, vous n'avez pas parlé des corridas. Et non, vous avez posé une question. Bon, dites-nous pour les corridas. Je suis pour... Alors, une phrase. Pour le maintien des corridas, non seulement pour le maintien des corridas, et je me mobilise chaque fois qu'on veut mettre fin à cette tradition. Moi, ça n'a pas de... Il n'y a pas du tout de réserve sur ce sujet. Et je vais ajouter le fait, quand vous dites, monsieur Ria, on pourrait mettre en place une régie, mais c'est en régie. Les corridas sont une régie municipale. On a un budget autonome. Vous savez très bien ce que je voulais dire. Juridiquement, c'est une régie. Alors, comme vous êtes très attaché aux aspects administratifs et juridiques, je réponds à l'ancien fonctionnaire territorial que vous étiez, c'est une régie au sens juridique du terme. Alors, maintenant, je sais bien que vous préférez que ce soit une DSP, c'est ça que vous vouliez dire, j'imagine, une délégation de service public. Il n'y a pas de meilleure façon de condamner cette tradition que de la mettre en DSP. Parce qu'effectivement, il y a très peu de villes taurines qui ont mis en place des DSP parce qu'elles ne fonctionnent pas. Et dire enfin que depuis plusieurs années, les corridas ne sont pas déficitaires, mais excédentaires. Donc, un dernier tour de table. Oui, parce que pour reboucler, on a rebouclé sur l'attractivité en général, quand même, d'abord dire à M. Etchegaray qu'il y a des chiffres et des classements qui sont beaucoup moins flatteurs pour Bayonne, on en parlera dans un instant. Et rappeler, alors, effectivement, Bayonne attire peut-être certains, mais enfin, on a quand même aussi perdu 200 élèves depuis votre premier mandat à Bayonne, scolarisés. Et donc, ça prouve ça une chose, c'est que les familles, il y a des gens qui quittent Bayonne, il y a des familles qui quittent Bayonne, et souvent parce qu'elles n'en ont pas le choix. Donc, cette attractivité, elle mérite aussi d'être remise en perspective. Moi, juste un petit mot, Monsieur Etchegaray encore se satisfait des fêtes de Bayonne avec plus quand même ce dont on a parlé, la surpopulation, le coût, la violence, etc. etc. Encore une fois, il se satisfait, mais c'est inquiétant, quoi, parce que... Je ne suis pas un maire naïf, hein. Ouais. Je crois pas. C'est assez étonnant. On ne va pas vous mettre d'accord sur ce point. On va avancer parce qu'on me fait signe qu'on est déjà à 45 minutes, c'est ça, de débat.
Et je crois, Monsieur Etchegaray, mais ça doit être le privilège du sortant, vous êtes en avance sur le temps de parole. En fait, de sur les manière grands événements, assez- ce que je assez voulais nette. dire, c'est Sans qu'on sûr. parle de grands événements à Bayonne et en fait, ça se synthétise à Fête de Bayonne, la foire au jambon et la corrida. C'est juste, peut-être qu'on pourrait avoir un joli festival culturel avec tous les artistes, encore une fois, locaux que nous avons, avec... Vous avez quitté Bayonne depuis si longtemps, Madame Pereira. Vous avez quitté Bayonne pendant si longtemps que vous ne savez plus ce qui se passe en matière On n'a pas culturelle. parlé d'autres événements, Ben, c'est pour ça écoutez, que je m'interroge. mais il Allez, faudrait s'il vous être à plaît. Bayonne. De focaliser sur les fêtes de Bayonne S'il vous et la plaît. foire au jambon, c'est drôlement inquiétant. On va c'est avancer, sinon ça serait dommage de ne pas pouvoir aborder les autres thèmes que nous avons préparés ensemble. Panchika, on parle de mobilité. On va Oui. essayer d'être plus court sur les autres, puisque le temps... D'accord. Donc, d'après l'association Tcherindula, sur le BAB, 44% des déplacements se font à moins de 3 km et 75% à moins de 5 km, autrement dit à portée de vélo. Alors, ne faut-il pas tout simplement interdire les véhicules en centre-ville et dans un même élan peut-être instaurer la gratuité des transports? Jean-Claude Hiriard, comment vous Réponse positionnez? concise pour les 5 candidats. Réponse concise, c'est que le constat contre lequel il faut qu'on se mobilise tous, c'est effectivement de limiter la dépendance à l'usage de la voiture individuelle. Je pense que c'est très clairement ça. C'est ça qu'il faut assumer. Maintenant, il faut trouver les bonnes mesures pour contrer l'usage massif et excessif de la voiture individuelle, parce que la voiture individuelle, ça génère les bouchons, ça génère le stress, ça génère de la pollution. Et l'alternative à l'usage de la voiture individuelle, il passe effectivement d'un côté par les mobilités douces. Voilà. Donc la marche et le vélo doivent très clairement devenir progressivement les principaux modes de transport pour les déplacements les plus courts, qui sont en fait les plus nombreux. Et en même temps, il faut développer l'offre de transport en commun. Je pense que sur les constats, ils sont facilement posés. À partir de là, il faut une vraie volonté politique pour accélérer le phénomène. Moi, je pense qu'il y a eu des progrès sur les dernières années. Il ne faut pas nier le. Tout ça en lien avec l'agglo, j'imagine, puisque tout est lié. Oui, parce que c'est-à-dire c'est une pas de politique compétence, de c'est une transport, compétence s'il y a de pas- l'agglomération, et que l'agglomération a aussi permis d'être peut-être plus efficace dans l'organisation des transports collectifs par rapport à l'organisation précédente. Pour autant, il faut aller plus vite et plus fort. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a trop de discontinuité dans les pistes cyclables, il y a trop d'espaces qui ne sont pas dédiés et aux piétons et aux vélos. Plus on met les piétons et les vélos sur une même voie, plus on génère le risque de tension. Donc là aussi, la solution, elle est simple, ça passe par des aménagements. Et concernant l'offre de transport public, là, les Bayonnais nous le disent tous les jours, hein, c'est-à-dire qu'il y a un déficit de desserte, en particulier vers les différents quartiers. Pas assez de bus et pas assez rapide. Aujourd'hui, on est sur une réalité où, quand une personne qui vient sur Bayonne, parce qu'à Bayonne, il faut bien distinguer la mobilité des résidents et la mobilité de tout ce qui vient aussi de tous les jours, y compris la population scolaire. Hein, donc c'est l'ensemble des deux. Mais donc pour tout ce qui vient de tous les jours sur la ville de Bayonne, donc aujourd'hui, laisser son véhicule dans un parking relais et prendre un bus, c'est aujourd'hui moins attractif financièrement, parce que le stationnement est plus attractif financièrement que de prendre l'abonnement Chic-Chac, donc ce qui est une anomalie. Et en plus, on met plus de temps que par l'usage de la voiture. Donc si on veut effectivement qu'il y ait une vraie alternative au transport en commun, il y a ces deux objectifs très opérationnels à viser dans le temps. Il faut que l'usage du bus, du parking relais et du bus soit plus attractif que l'usage de la voiture Sur individuelle. les déplacements, le constat d'échec il est flagrant. On l'observe tous les jours, matin et soir. Donc 14e ville la plus embouteillée de France, Bayonne, alors que c'est la 118e par la population. Donc là, les choses sont claires. Oui, c'est une politique d'agglomération, mais nous sommes aussi candidats à l'agglomération, bien entendu. Hein. Je crois que l'agglomération disait même elle-même qu'elle était en retard. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Le constat, on est d'accord. Les réponses, elles ne sont pas faciles parce que là, on paye les politiques et les équipements qui n'ont pas été décidés ou mis en œuvre durant les 20 dernières années. On sait que la situation du déplacement, c'est à long terme qu'on construit dessus, même s'il peut y avoir des mesures immédiates. Il faut se dire que, de manière générale, il est urgent, en fait primordial, de rendre le transport en commun
plus performant, plus attractif, qui ait davantage de voies en site propre. Il n'y en a pas eu assez. On a consacré trop d'argent de ce budget-là du bus à haut niveau de service à requalifier les centres-villes au lieu de faire davantage de sites propres. Il faut mettre en place des lignes express sur les horaires pendulaires. Voilà, puisqu'on sait que c'est surtout aux horaires pendulaires, hein, en gros le matin en accès de cœur d'agglomération et le soir en départ, que les problèmes se posent. Voilà. Alors nous, d'ailleurs, il y a une mesure immédiate hein, qu'on propose, elle ne va pas tout résoudre, mais c'est un premier geste, ce qui nous permettra de mettre ce débat sur la table. Nous proposons la gratuité du transport en commun pour les jeunes jusqu'à 25 ans, pour les jeunes bayonnais. Hein, et après, peut-être à discuter aussi avec nos voisins de l'agglomération, ça serait déjà un bon signal. Nous souhaitons aussi ouvrir la réflexion sur un 5e pont sur l'Adour, afin de fluidifier le trafic et de permettre justement, dans cette optique des voies propres, notamment pour le transport en commun ou les mobilités douces, de réserver peut-être le pont Saint-Esprit à ces mobilités douces et collectives. Et puis bien entendu, hein, il faut être assez complet, il faut aussi qu'on insiste sur l'intermodalité. Le site de Glin en particulier, je crois qu'il a un avenir là-dedans, puisqu'il pourrait être à terme une halte ferroviaire. On parle du RER Basque et de ces lignes de chemin de fer qui pourraient desservir Cambo, Hurte, Tarnos. Et on pourrait à Glin positionner un site intermodal où on retrouverait un arrêt, enfin un terminus, on va dire, de ligne, une tête de ligne de bus urbain, Tchic-Tchac, une halte ferroviaire, un parking de délestage. Voilà, donc vous voyez, des solutions, il y en a, elles sont souvent de longue haleine, il faut regarder loin, et puis je n'oublie pas non plus les voies cyclables. Et là-dessus, je crois que la bonne solution, ce n'est pas de les mêler dans le trafic, même si c'est juste à côté. Il faut essayer d'explorer. Il y a des pistes pour le faire, pour relier notamment certains quartiers bayonnais. Je pense au Prissé-Bellara, je pense à Aroussé, par des voies vertes qui seront beaucoup plus sûres, beaucoup plus agréables, qui permettront de relier des quartiers entre eux et de les relier au centre-ville. Aujourd'hui, les pistes cyclables que l'on voit, elles sont pas fréquentées. Pourquoi ? Parce que on n'a quand même pas envie de rouler dessus. Hein. Elles ne sont pas forcément plus pratiques. On n'a pas envie de prendre de la pollution. On n'a pas envie de se faire accrocher par une voiture. Donc je pense qu'il faut être plus imaginatif. Ça prend peut-être un peu plus de temps, mais c'est nécessaire. Merci Sandra Pereira-Ostadel. La gratuité des transports, c'est quelque chose qui vous parle, oui, j'imagine ? nous on l'a depuis très longtemps, la question de la gratuité des transports. Pourquoi ? Tout simplement parce que d'abord, les déplacements, les bouchons, etc., ça pourrit la vie quotidienne des gens, ça suffit. Ça a été également un manque tout simplement d'anticipation politique pendant des décennies. On se retrouve dans une situation de cette sorte, c'est juste impensable que ça n'ait pas été anticipé. 10 ans pour Tchic-Tchac quasiment, quoi. Et quand on propose la gratuité, c'est parce que partout où la gratuité a été mise en place, on a vu une augmentation extrêmement forte du transport en commun par les habitantes et les habitants. Donc on peut tenter ça. L'augmentation, la gratuité, ça représenterait 10% du budget pour la communauté d'agglo. Allez, chiche, on y va. Comme pour le logement, en fait. Il faut répondre à ce qui pourrit la vie des gens. Le logement en fait partie, les déplacements en font partie, et effectivement, les gens, ils partent... Il y a des moments dans la journée où c'est plus important, peut-être qu'il faut regarder aussi, sur la question des horaires. Au niveau des entreprises, on peut imaginer aussi, dans les entreprises où c'est possible, décaler les départs. En même temps, il ne faut pas imposer aux gens, il ne faut pas punir les gens, parce qu'à un moment donné, ils n'ont peut-être pas la possibilité, tout n'est pas bien desservi, c'est vrai. Les gens le disent, nous on propose que ne serait-ce que la navette électrique gratuite passe dans tout Anglet, dans tout Bayonne, pas uniquement, monsieur le maire, uniquement dans le centre, à la gare, etc. Il faut élargir et comme c'est gratuit, les gens peut-être n'utiliseront pas leur voiture. S'agissant des autres moyens de locomotion, bon, effectivement, on a 2 jambes, la marche, quand c'est possible, pour tout le monde d'ailleurs. Le vélo, bien sûr, quand c'est possible. Peut-être qu'il faudra mettre d'ailleurs plus de parking à vélo, parce que nous, on dit à la gare, il en manque, etc., etc. Faire en sorte que la ville soit un vrai réseau cyclable continu et séparer des voitures, de préférence, en termes de sécurité aussi, tant pour les piétons que pour les cyclistes. Donc voilà, mais partons par cette mesure, la gratuité, chiche, allons-y.
La gratuité, monsieur Chiche. le Célier, est-ce que Chiche. vous avez des... Ouais, des études démontrent que la gratuité ne fait pas forcément que les gens prennent plus les transports en commun. S'ils ne prennent pas les transports en commun, faux. c'est parce que... Non, c'est Non, faux. mais attendez, je finis. On peut ne pas être d'accord, mais ça dépend ce qu'on lit. Donc il faut lire un peu tout, et vous verrez qu'il y a des villes... Si les gens ne prennent pas les transports en commun, c'est parce que l'offre ne correspond pas à leurs besoins. C'est assez facile à comprendre. Donc que faites-vous, vous, Alors, maire de Bayonne Moi, maire de sur Bayonne, cette donc question-là écoutez, j'en reviens au logement, je suis désolé, mais il y a eu 2 lignes de tram-bus magnifiques d'ailleurs. Mais comme il y a 15 000 habitants de plus, finalement, on est un peu toujours au même point, et même une aggravation, comme cela a été dit, avec plus d'embouteillages, etc., etc. Donc, alors, il ne faudrait pas oublier que 81% des Bayonnais ont une voiture, au moins une voiture, et que plus de 40% n'ont pas de place pour stationner. Donc on ne peut pas faire sans la voiture. Déjà, donc il faut essayer de satisfaire le plus grand nombre, mais il ne faut pas chasser la voiture comme certaines volontés politiques exprimées par certains. Donc il faut faire avec la voiture. Donc nous, on pense plutôt à un parking relais qui est de l'ESSEPS pour, évidemment, les visiteurs et les résidents. Parce que pour avoir un parking à Bayonne dans le centre-ville, c'est quand même très très compliqué pour avoir une place de résident. Donc, un parking relais qui est de l'ESSEPS, et à Glun, on peut aussi étendre donc en nombre de places le parking, pour en faire un parking relais. Évidemment, des navettes après pour rejoindre le centre-ville. Voilà, donc nous pensons qu'il faut plus de place, pas dans le centre-ville, mais pas très loin du centre-ville, pour que les résidents et les visiteurs, résidents donc pour le centre-ville de Bayonne, et également pour les visiteurs qui ont envie de visiter le centre-ville, etc., puissent donc venir tranquillement à Bayonne sans souci, plutôt que d'aller dans les grandes surfaces commerciales. Voilà, nous, c'est quand même un point important par rapport à mes adversaires politiques. Ok, merci. Jean-René Tchegaray, la gratuité des transports, vous y avez pensé? Bien sûr, c'est une fausse bonne solution. Je commencerai par dire que lorsque vous interrogez les chauffeurs de bus, qui aiment aussi qu'on les respecte, et un des drames qui s'est déroulé il n'y a pas bien longtemps, c'est passé dans un bus. Ils ne supportent pas le principe même que des personnes, que des usagers ne payent pas. C'est pas parce que les chauffeurs le pensent qu'il faut forcément être d'accord avec eux. Mais je suis d'accord avec eux. Je suis d'accord avec eux parce que il n'y a pas de respect assez souvent lorsque un service est associé à la gratuité. Je ne suis pas en train de dire qu'il faille pas. Je suis pas en train de dire qu'il faille pas une politique tarifaire adaptée. Ça, je suis d'accord. Ça a été proposé tout à l'heure, je ne sais plus par qui, une politique tarifaire plus adaptée. Ça, pourquoi pas? La gratuité, non. La gratuité n'est pas une bonne solution. Maintenant, je voudrais quand même parler de ce qui s'est passé à Bayonne depuis 2014 en matière de transport en commun. Vous dire que depuis 2017, avec la création de la communauté d'agglomération, nous sommes désormais en responsabilité des transports interurbains, des transports scolaires. Tout cela est de la responsabilité de la communauté d'agglomération désormais. Or, quand vous regardez ce qu'a été l'évolution de la part modale de la voiture, c'est-à-dire la proportion de personnes qui prennent la voiture, il y avait plus de 75% des gens qui prenaient leur voiture. Aujourd'hui, il y en a 68. Alors vous allez me dire, c'est encore 68. On a baissé de 7%. Et c'est considéré statistiquement comme étant une évolution significative. Et bien sûr, il va falloir continuer. Moi, j'espère que, et là, je ne vais pas être long, que lorsque 100% des bus seront électriques, et ils seront électriques à l'horizon 2030, les bus, on va séduire sans doute davantage de personnes. Lorsqu'on aura fait les 600 places, et c'est prévu, c'est déjà financé, 600 places de relais, de parking relais à Maignan et Basse-Ussari. Maignan, pas loin de Leroy Merlin, Basse-Ussari, au golfe de Basse-Ussari. Lorsque vous savez que déjà le parking de Garros qui se trouve sur la ligne 2, qui part de Tarnos,
se trouve également à disposition des gens, à mon avis, pas suffisamment plein ce parking de Garros. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier en matière de transport. Il faut aussi que les gens aient une responsabilité morale et qu'ils prennent le bus chaque fois que cela est possible. Et quand vous dites, c'était votre question au départ, qu'il y avait une proportion considérable de gens qui ne faisaient que 3 km, je vous dis, madame, qu'aujourd'hui, il y a bien des personnes qui se déplacent en voiture, tout simplement parce que elles trouvent encore que c'est plus confortable pour elles. Alors, le confort du déplacement en voiture, je le dis, je sais que ce n'est pas populaire. Très à l'avance par rapport à... Bon, mais c'est ce qui me semblait. Mais, moi, je termine là-dessus. Il n'y a pas d'horloge dans la tête. Mais le transport en commun est quelque chose d'extrêmement important. Il est de plus en plus démultiplié, mais il faut aussi qu'il y ait une responsabilité civique. Il ne faut pas toujours attendre de l'impôt qu'il règle tout. Il y a aussi que chacun puisse... alors c'est vrai que ça dépend aussi de la politique de stationnement, parce qu'on ne l'a pas suffisamment dit. Politique de mobilité est liée à la politique de stationnement. Alors il y a des villes où le stationnement est gratuit, je ne dis pas lesquelles. On est très poli, là on n'interrompt pas, mais on n'a pas l'impression que la distribution de la parole soit toujours très équitable ou millimétrée. On va passer à un dernier thème. Depuis le début de la campagne, on a beaucoup parlé des investissements de la majorité sortante, on est d'accord ? Une même question pour chaque candidat et on va vous demander d'être assez bref. Surtout à M. Tchegaray, peut-être. Donc, mais c'est quelque chose qui intéresse vraiment vos concitoyens. Combien coûtera votre programme d'investissement et quel levier comptez-vous mettre en œuvre pour le financer? Peut-être, Madame Pereira, on commence par vous et on demande des réponses assez claires. Oui, mais c'est vrai que sur le temps de parole, c'est un petit peu bizarre. Donc, concernant le financement des futurs projets, nous, on a indiqué qu'on n'avait pas de super gros projet pharaonique qui accaparerait le budget. Donc, on considère qu'une politique réorientée vers les besoins de la population, telle que la question du logement, telle que répondre à la question de la santé avec un centre de santé pluridisciplinaire, les écoles avec la rénovation, la cantine bio et gratuite, la petite enfance avec une crèche, la réponse au grand âge avec des structures, notamment pour les personnes âgées, les transports avec des navettes gratuites et la gratuité. Voilà, un revenu municipal, même social, pour les personnes qui seraient en dessous du seuil de pauvreté. Toutes ces choses-là, nous, on considère que dès lors qu'on n'a pas de projet pharaonique, encore une fois, le budget pourra être utilisé pour ces besoins-là, pour répondre à la population sur ces besoins-là. Donc nous, on fera d'abord sur la question du budget un audit financier complet, dont les partenaires publics-privés d'ailleurs, on ira regarder ça. Donc on réorientera nos dépenses vers les besoins réels de la population. La fin des subventions inefficaces, on ira aussi là-dessus, entre parenthèses à corrida. Le soutien aux régies publiques et au tissu associatif, et on l'a vu dans la rue hier, les associations aujourd'hui, les maisons de la vie citoyenne, les centres sociaux, qui répondent pourtant à un besoin de délégation de services publics d'une certaine manière sur l'ensemble du territoire, avec un maillage assez conséquent. Il faut évidemment les soutenir, mais bon, là, je répéterai à M. Etchegaray ce que j'ai pu lui dire l'autre jour, c'est que les politiques publiques, tant nationales que locales, sont complètement liées et qu'à un moment donné, quand un budget aussi délétère a été voté par ses amis et par d'autres, c'est qu'aujourd'hui, sur le terrain, les collectivités territoriales se retrouvent d'une certaine manière à l'os, et les associations, les MVC, etc., par ricochet. Voilà ce que j'avais envie de dire. Audit et politique. Merci Henri Tchito. Mais les marges budgétaires, c'est une question tellement sérieuse, ça ne peut pas s'expédier en 2 minutes. On va essayer, mais enfin, allez-y. Juste quand même, Exprimez-vous. on part pas de rien. Monsieur Etchegaray, vous avez dit au micro de France Bleu, enfin d'ici Pays Basque, début janvier, à propos des investissements du centre-ville, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Et vous avez précisé, je ne pourrais pas. Donc c'est quand même là l'aveu que vous avez bien éprouvé les ressources. Il y a un autre aveu, c'est que vous ne nous avez pas présenté vos orientations budgétaires en conseil municipal. Vous êtes bien gardé de le faire, histoire d'esquiver le débat. Votre prédécesseur, Jean Grenet, avait laissé une situation financière robuste et un patrimoine intact. Je crois qu'on peut dire que ça ne sera pas le cas. C'est pas ce qu'on disait à l'époque. Non, je le disais déjà à l'époque. Ouais, et ce qui est vrai
pour la ville, ça l'est malheureusement aussi à l'agglomération. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est d'une part votre ancien directeur général des services, M. Aspord, il y a quelques mois, et puis c'est aussi ce que vient d'en dire votre vice-président aux finances, Cotier et Sénaro, les perspectives sont bien sombres, et malgré une fiscalité qui a été relevée au maximum. Donc la réalité, c'est qu'en effet, le maire qui sera élu au mois de mars va trouver une ville appauvrie parce que cette municipalité a beaucoup vendu et la liste des cessions est interminable. Alors, l'ancien tribunal, ici même où nous nous trouvons d'ailleurs, les locaux du clubhouse de l'Aviron bayonnais, le golf de Bassus-Sarry, on ne le regrettera peut-être pas, l'école de la Citadelle, vous avez vendu une école, avant peut-être celle de Marie Curie que vous avez fermée, le foyer Lormand que vous voulez vendre, est-ce que vous le avez moindre bout de voirie, monsieur budgétisé, on n'a pas eu les orientations budgétaires. Donc ce qu'on sait déjà, c'est qu'en tout cas, on aura beaucoup moins de marge budgétaire. Et c'est pour ça que notre programme est extrêmement raisonnable. Alors il faudra faire, il y a des rénovations, des projets incontournables. L'école qui manque à Arousset-Séquet, il faut la faire. Le plan de rénovation de l'ensemble des écoles bayonnaises, il faut le faire. L'entretien et les requalifications urbaines dans les quartiers, parce qu'effectivement, il faut sortir quand même un peu du centre-ville, il faut le faire. La gratuité des transports en commun pour les jeunes, je vous disais, ça doit se négocier avec le syndicat des transports entre 300 et 500 000 euros par an. C'est pas rien, mais c'est faisable. Le stationnement, la priorisation du stationnement résident dans tous les quartiers de la ville, ça c'est une mesure qui ne coûtera pas grand-chose. Donc vous voyez, on part sur des choses raisonnables parce qu'on sait que la situation dont nous allons hériter, elle risque d'être précaire. Et qu'il y a de gros enjeux. Oui, mais à question précise, réponse précise, aujourd'hui la ville de Bayonne, de par ses recettes fiscales, de par le mécanisme des dotations, mobilise à peu près 90 millions d'euros de recettes. Voilà. Donc le premier objectif, c'est déjà que le niveau des dépenses soit inférieur à ce niveau de recettes, mais largement inférieur, parce qu'en fait c'est la marge entre les recettes et les dépenses de fonctionnement qui permettent d'ailleurs de financer la dette en cours, qui s'élève aux alentours de 66 millions d'euros à peu près aujourd'hui, et qui permettent surtout de générer de l'autofinancement pour financer les investissements. Et à cet autofinancement généré par le fonctionnement annuel, on rajoute des emprunts réguliers qu'on essaie effectivement de maintenir à un niveau d'endettement tolérable, acceptable par la collectivité. Et ça permet, bon an mal an, de pouvoir financer de 15 à 25 000 euros, de 15 à 25 millions d'euros d'investissement par an. C'est ça la jauge d'investissement de la ville de Bayonne. Donc, quelle que soit l'équipe qui sera aux manettes, on sera de toute façon sur cet ordre de grandeur-là. Donc, l'important, c'est de dire et d'expliquer qu'est-ce qu'on fait de ces 15 à 25 millions d'euros investissables chaque année. De notre côté, il y a un engagement très clair que l'on prend face à l'ensemble des Bayonnaises et des Bayonnais, c'est de dire que ces investissements-là, ils seront répartis sur l'ensemble des quartiers. Il y a un retour nécessaire à l'équité territoriale dans l'affectation des investissements sur les différents quartiers. Ça passe par les écoles, comme ça a été dit à l'instant, mais ça passe aussi par l'ensemble des autres investissements, d'équipements supplémentaires qui ont vocation à animer les bassins de vie là où vivent les gens au plus près des quartiers. Le second engagement que l'on prend, nous, très clairement sur le point de vue budgétaire, c'est que les aides affectées, là je reviens sur le fonctionnement, les aides affectées au fonctionnement aux associations de la ville, je pense aux associations qui travaillent dans le domaine du sport, de la culture, du social, ne seront pas une variable d'ajustement. La ville se doit de maintenir l'effort financier à l'encontre des associations, parce que les associations exercent aujourd'hui une fonction pour beaucoup éducative, essentielle au bien vivre et qui permet effectivement aux habitants de Bayonne de bénéficier d'une qualité de vie, puisque c'est M. Tchegraï indiquait ça. Nous, on pense que la qualité de vie, elle vient peut-être davantage de la qualité du travail effectué par les associations que de l'attractivité, effectivement, qui était le dogme de la majorité sortante. Donc, Pascal Le Cellier. Je crains quand même que ces marges budgétaires d'investissement à 20 à 25 millions, ce soit un peu optimiste.
parce qu'on va se retrouver dans... On sait que le cadre financier de toutes les collectivités le sera, hein, donc on ne dispose pas encore effectivement. Ceci étant dit, le dernier mandat de l'équipe sortante était sur un montant d'investissement encore plus élevé en investissement. Avec beaucoup de sessions. Effectivement, avec beaucoup de sessions. Un petit mot sur les sessions. Pourquoi Très on rapide, se parce qu'on est vraiment très en retard. en 2 phrases. Pourquoi ce n'est pas forcément une politique de bonne gestion de céder du patrimoine public? Parce qu'en fait, on hypothèque l'avenir. À partir du moment où une ville elle se dessaisit de son foncier, elle se dessaisit d'une capacité d'intervenir demain sur ce foncier-là. C'est toujours beaucoup plus compliqué d'acquérir du nouveau foncier que de travailler sur du foncier existant. Donc la cession n'est pas un mode de gestion efficace quand on raisonne sur le long terme d'une politique publique. Pascal Le Cellier. Oui, je serai concis et précis. Donc nous sommes favorables à une stabilisation de la fiscalité locale et communautaire. C'est le premier point. Deuxième point, donc une réduction des dépenses de fonctionnement de 6% sur une mandature. Ça fait un peu moins de 1 million d'euros par an. Donc au niveau des charges générales et des charges de gestion courante. Sur quoi vous les enlevez? On peut gratter au niveau de certaines associations, par exemple le budget participatif de 100 millions d'euros, etc., etc. Certaines associations, donc en fait il y a des associations qu'on ne doit je continue plus parce financer. que je oui, continue. mais vous pouvez en profiter non, pour mais me je l'expliquer. préfère aller du général au plus précis, si vous voulez, parce qu'autrement ça me paraît plus clair. Donc, réduction des dépenses de fonctionnement. Ensuite, ça permet de dégager des marges pour l'investissement et pour financer nos programmes. Donc là, les autorisations de programmes qui ont été votées en 2024 par la majorité de M. Etchegaray, concernant le musée Bonnat-Helleux, la médiathèque, la baie Campus et l'école du Prissé, se montent à 74 millions d'euros. Donc c'était en 2024. Donc, on sait que ça a augmenté depuis. Donc, ce qui fait que ça fait un peu moins de 50% des 180 millions d'euros de dépenses d'investissement de M. Etchegaray. C'était dans votre bilan. Donc, voilà, donc avec cette somme, on peut quand même faire pas mal de choses. Pas mal de choses, notamment les projets structurants et également les investissements publics dans les quartiers. Mais concernant les projets structurants, bon, nous, on souhaite une grande salle de spectacle polyvalente de 3500 places. Donc, Dax va avoir ce type de projet bientôt, qui est estimé à 22 millions d'euros aujourd'hui. Donc, nous, on pense qu'avec ces 80 millions d'euros, maintenant que sont terminés ces projets, donc ça dégage quand même un espace pour investir. Donc, avec cette somme-là, on peut investir dans nos projets structurants et également dans les quartiers, notamment par des maisons sport-santé. Au CQ, par exemple, il y a le CQ1, le CQ2, le CQ3, le CQ4, donc qui sont prévus, et il n'y a pas de cœur de quartier. Donc, ça nécessite quand même des investissements publics et privés. Donc, nous, on pense que, justement, on a la marge pour à la fois investir dans ces projets-là et également les investissements concernant l'entretien des écoles, etc., je dirais le quotidien. Merci, M. Etchegaray, mais en 2 mots, c'est-à-dire un chiffre et un projet, parce que sinon il va y avoir toujours le delta. Alors, je vais tenter d'être rapide en donnant des chiffres. Parce qu'on est à 6 années, c'est ce qu'on appelle le ratio de désendettement. Il y a un critère qui veut qu'il faut être en dessous de 10 ans, qui est le seuil dit de vigilance, et puis là, ça passe au rouge à partir de 12 ans. Nous sommes à 6 ans. Première chose. La deuxième chose, c'est de dire que nous avons... Personne n'a été capable de vous dire ce que coûtait leur programme. Moi, si. 120 millions d'euros sur 6 ans.
Moi, j'ai bien expliqué de quelle Moi, manière j'ai on dit allait le 120 financer. millions donc, d'euros sur 6 ans. Non, mais, Vous n'avez pas écoutez, été le capable de problème nous est quoi, expliquer alors, comment vous vous n'avez financez pas écouté, ce qui votre est tout programme à fait- passé. Ce qui est tout à fait votre Vous droit, voyez, on mais m'arrête. je pense que Faut les quand même, réponses ont c'est été normal précises. que vous m'arrêtez d'ailleurs, et je ne vous en fais pas le reproche. Je vous dis vous avez simplement que beaucoup moi, parlé aussi, hein. je chiffre 120 millions d'euros sur 6 ans. Et là, il s'agira pour nous de faire la nouvelle médiathèque de la place des Gascons et la requalification de cette place, dont on a souvent parlé. Le projet Citadelle avec la reconstruction de l'école de la Citadelle C'était et la déjà dans les construction de la projets de microcrèche. 2014, monsieur On sera Tchegaray. aussi la construction de microcrèches du Polo. On sera aussi avec la réhabilitation de l'école Malégari, la rénovation des halles. Et celle d'Arousset. Ce Tout ça, sont là, c'était des ce sont et promesses l'école de d'Aroussès. 2014. Ah oui, effectivement, l'école d'Aroussès, merci. tout à fait. Tout ça. Également fait pas tout prévu le dedans. programme, hein. Maintenant, à la Ah ben, pas les critique, 3 programmes depuis 2014. sachez une chose, c'est que quelle a été l'évolution des dépenses principales dans notre ville depuis ces 6 dernières années? Augmentation de 51% de l'action sociale et de la solidarité. Et ça, c'est dû à la politique que l'on mène dans ce domaine. Il n'y a pas Stagnation de d'autre la choix. subvention au CCS depuis 4 ans. Éducation, 25% d'augmentation. Sécurité, 35% On part de d'augmentation. très bas. Vous assénez des Ça, chiffres. tout là, ça, on va attendez. pouvoir Alors, le retrouver dans le mais bilan, oui, mais monsieur cela vous Tchegaray. embête, je Bataille. comprends. Non. Et à la Ça critique qui est embête les faite, Bayonnais. selon laquelle nous On avons doit- trop, on doit un nous langage avons de trop vérité vendu, aux électeurs. à la, On doit à la une transparence critique financière, selon c'est laquelle nous Pourquoi avons n'avez-vous pas trop présenté vendu, vos orientations budgétaires 60% du produit des sessions qui sont intervenues ont permis la réalisation des logements sociaux dont je parlais tout à l'heure. Alors, écoutez, c'est une politique saine. Alors, Vous vendez le considérez, foncier monsieur HSA au-dessus du Riard, prix des domaines. Il faut conserver le foncier Depuis quand habitable. c'est la ville qui Allez, finance stop, les logements on arrête de la bataille des l'essentiel- chiffres. Non, mais parce on qu'on est peut pas les pratiquement sur de la vérifier, on s'entend contre-vérité. plus. Mais non, mais, financière. mais Nous mais pas du tout. sommes, Alors, oui, tout au va bien, terme madame. de Justement, ce tout va débat. trop bien à Merci. votre Tout va goût. bien. Oui. Pourtant, vous avez fait du porte-à-porte et vous avez senti qu'il y avait un problème d'isolement, de précarité. Vous ça, avez oui. été même étonné. Ça, alors, c'est ça, quand même fort ça, de café, je quoi. vous confirme. Mais enfin, avec vos chiffres, tout va bien. Je, Puis les chiffres, on je leur vous fait dire ce qu'on confirme, veut. Parce que madame, 6%, dans le porte-à-porte je que vais je vous fais, moi demander- personnellement, 6 ans l'isolement, je le vois, et le vieillissement Vous pouvez aussi. y aller en même temps. Le budget, c'est Oh. un outil, en fait. Qu'est-ce qu'on veut faire de ce budget? On arrive, C'est un outil, hein, c'est tout pour les politiques publiques. on arrive Après, au on terme peut, de ce débat qui déblatérer sur des chiffres et se faire plaisir, mais on qui ne est peut pas les courtois vérifier. et qui donc, va le rester jusqu'au bout. Nous allons passer donc à la dernière question que chaque candidat souhaite poser aux autres. Hein, vous savez l'idée. On va commencer avec vous, Monsieur Etchetou. Vous avez voulu évoquer la vie quotidienne des Bayonnais. Oui, c'est la vie quotidienne des Bayonnais qui a été Et obligée. chacun donnera son qui a- avis là-dessus. qui a été- alors, je ne savais pas que c'était une question qu'il fallait poser La aux autres candidats. sécurité, non Que c'était un sujet qu'on devait aborder. Aborder et les autres en Ah parlent. oui, d'accord. Bon, ben oui, la vie quotidienne des Bayonnais, un thème qui a été complètement délaissé pendant ce mandat. Hein. Et nous voulons en faire la priorité, hein, redéployer en fait l'action municipale dans les quartiers. Alors ça, aussi bien d'ailleurs dans la sécurité et la tranquillité publique dont on n'aura pas parlé, bien entendu, avec une police municipale qui ne doit pas simplement être celle du centre-ville, des aménagements urbains et des équipements urbains qui doivent aussi être redéployés dans les quartiers. Alors, il y a quelques exemples ici et là, la revitalisation de la place des Gascons qui est en souffrance, là aussi M. Etchegaray en parle, ça fait 20 ans que c'est un serpent de mer. Une école qui manque toujours à Rousset-Séquet. Les voies cyclables dont je parlais, notamment on a identifié les quartiers du Prissé Bellara pour les doter d'équipements de ce type de qualité. Et puis une mesure qui pourra être prise assez rapidement, prioriser le stationnement des résidents dans leur quartier. Et on sait qu'il y a des quartiers, de nombreux quartiers où la situation est tendue. C'est le cas évidemment à Marac-Saint-Léon, c'est le cas aussi à Saint-Esprit, c'est le cas au Polo Beiris. On a compris Et la présentation. Donc, ça, vous, Allez, un tour de table. Sandra Pereira-Stanel, une réaction par rapport à ce sujet. Mais j'ai l'impression qu'on a parlé On en a que de beaucoup ça parlé de jusqu'à fait. maintenant. Quoi. On en a beaucoup Donc, parlé. Voilà, donc je pense que tout. On doit peut-être parler des services publics en fait. Allez, parlez des services publics. Non, mais qui là, était votre j'ai sujet l'impression choisi, que l'on les a services tout- publics?
tout traiter, Allez-y, le logement, allez-y. le déplacement, les quartiers abandonnés, les logements à rénover, les écoles avec un plan pluriannuel de rénovation, parce que c'est juste une catastrophe, etc. Bon, moi, il me semble qu'on en a parlé. Allez, mais que, donnez-nous effectivement, votre non, mais sujet. juste que la vie réelle des habitants, elle ne se, si je dois dire un mot sur le sujet, elle ne se résume pas peut-être au centre-ville, voilà, hein, au match de l'Aviron Bayonnais, au Pincho, au Halles, etc., etc. J'ai envie de dire, Bayonne, c'est ces quartiers aussi et qui se sentent abandonnés. Donc voilà, et je referme la parenthèse. On avance. Donc c'était les services publics et le référendum d'initiative municipale. Nous, la question, c'est de redonner la parole aux habitants, en fait, le pouvoir qu'ils ont en réalité, hein, c'est leur donner, qu'il y ait donc un vrai levier permanent pour imposer un débat et décider collectivement avec la population, s'appuyer sur les conseils de quartier. Il y en a peu d'ailleurs de conseils de quartier, ils ne sont pas suffisants et il y a une forte demande des habitants, d'où le RIC, hein, le référendum d'initiative citoyenne municipale. Alors, j'avais envie de dire un mot sur la question des gilets jaunes et les cahiers de doléances et la convention citoyenne pour le qui a fait pchit. C'était pour dire qu'on avait été interrogé. Enfin, il y a eu des mouvements de la population et on voit combien elle est demandeuse de participer à la vie publique. Il ne s'agit pas un jour d'admettre un bulletin dans l'urne et d'attendre 6 ans avant de revoir Monsieur le maire au porte-à-porte. Il s'agit donc d'écouter la population et ce qu'elle a à dire et, in fine, surtout de ne pas l'écarter de l'action publique. Donc, voilà ce que j'avais envie de dire. S'agissant des services publics, c'est la richesse de ceux qui n'en ont pas. On en a besoin de la naissance à la fin de vie des services publics, on le sait bien. Juste un mot concernant les fonctionnaires que moi je tiens à saluer parce qu'ils œuvrent tout au long de l'année pour servir les Bayonnaises et les Bayonnais, quel que soit le domaine d'activité. Hein. Pour ce qui concerne une mairie, ce sont les agents territoriaux, mais les services publics, c'est aussi une fonction publique d'État, c'est aussi une fonction publique hospitalière. On les a partout, je répète, c'est la richesse de ceux qui n'en ont pas. Ils sont à défendre et moi, je tiens à les saluer ici, aujourd'hui. Un mot chacun de vous, service public. Il ne faudrait pas que le RIC devienne un TOC. Parce que moi, je préférerais que vous vous intéressiez, madame, au travail qui a été fait dans les conseils des quartiers. Alors vous dites qu'il n'y en avait que 4. Ils n'étaient pas contents. Donc, ils n'étaient pas contents. Non, mais, non. Oui, mais écoutez, c'est vrai que vous n'êtes plus à Bayonne et vous ne savez pas ce qui se passe dans cette ville. Et alors, là, je vais vous dire... Dans le Pays Basque, oui, mais madame, mais d'Anglette, on ne sait pas forcément ce qui se passe à Bayonne. Il n'y a pas de souci avec alors, ça. moi, dans le Laglo, vous connaissez... mais madame, je suis en train de vous dire que vous ne parlez pas de Bayonne lorsque vous dites qu'il n'y a pas d'initiative citoyenne. Les conseils de quartier ont très bien marché, les budgets participatifs aussi. Et j'arrête là, si j'ai de l'avance, je m'arrête. Service public, Pascal Le Cellier. Le service public, oui, évidemment. Bon, on en a parlé précédemment au niveau des quartiers, mais je dirais que Bayonne, c'est une ville à 2 vitesses, parce que ça, c'est beaucoup. On en a parlé concernant les budgets d'investissement avec le musée Bonaelleux, la médiathèque, etc. Donc, beaucoup d'argent a été mis dans le centre-ville. Par contre, les quartiers dans les Hauts-de-Bayonne, etc., le Séquet, tout ça, donc c'est un peu des quartiers délaissés, d'où notre projet, nous, de remettre du service public quand c'est nécessaire dans ces quartiers, également des commerces, ça nous semble la priorité, et également pouvoir se déplacer, parce que quand on habite au Séquet, on est obligé de prendre sa bagnole, donc évidemment pour aller travailler, pour aller dans le centre-ville. Vous parliez aussi de la requalification du quai de Lesseps. Ça fait partie aussi des... Oui, mais je voudrais en venir sur les conseils de quartier avant le quai de Lesseps. Il nous reste 3 minutes. Ah, 3 minutes. Bon. 3 minutes, tout compris. Et le quai de Lesseps, qui est un retard. projet qui doit durer 10 à 15 ans, et on n'a plus de nouvelles depuis mai 2024. La dernière réunion avait lieu donc au centre municipal de Réunion, place Sainte-Ursule. Et il devait y avoir un plan guide à l'automne 2024. On n'a plus de nouvelles. Donc, et c'est un projet de 10 à 15 ans, donc on irait plutôt vers... D'accord, on ne va pas relancer mais c'est important. Non, c'est important. Peut-être Monsieur Iriart. C'est un projet sur 10 à 15 ans et on n'en parle pas. C'est quand même important. On en parlera dans nos colonnes. La politique de la petite enfance, François Derrière.
Sur le quai de Lesseps, on pourrait déjà commencer par rénover la gare routière et les conditions indignes d'accueil, c'est-à-dire c'est même la gare routière qui n'en a que le nom, c'est un mini-abribus où les gens attendent sous la pluie, où il n'y a pas de stationnement, etc. Bon, bref, j'en profite au passage pour repérer et relever cette anomalie bayonnaise. Moi, j'ai choisi effectivement le thème des enfants, voilà, pour 3 raisons différentes que je vais essayer d'exprimer, puisque j'ai encore, je pense, une bonne minute pour pouvoir le faire, si on veut respecter un minimum d'équité. La première raison, c'est que les enfants sont certainement le public de la population bayonnaise sur lequel la collectivité locale, la ville, peut avoir le plus d'impact, de par ses compétences en termes d'école, de garde d'enfants, de centres de loisirs, de politique associative, etc. Donc c'est un sujet central. Voilà. C'est peut-être aussi un sujet extrêmement stimulant et motivant pour une équipe municipale à partir du moment où elle veut faire, c'est la deuxième raison, de l'enjeu d'avoir une exigence en termes de politique éducative, parce qu'une exigence éducative, c'est la meilleure façon de lutter contre les inégalités sociales et de promouvoir l'égalité des chances. Voilà. C'est un enjeu décisif sur lequel la ville, les communes ont la possibilité de peser. Et la troisième raison, c'est que au hasard des discussions de ces derniers jours avec les Bayonnaises et les Bayonnais, moi il s'avère que j'ai pu avoir des échanges avec beaucoup de parents, de jeunes enfants ou d'ados, et j'ai pu mesurer peut-être qu'aujourd'hui la parentalité, elle s'exprimait dans des conditions peut-être plus difficiles qu'elle ne l'était il y a encore quelques années. Voilà. Beaucoup de mamans solo, beaucoup de préoccupations liées aux gardes alternés, beaucoup de questionnements éducatifs, de casse-tests éducatifs sur l'usage, par exemple, généralisé des portables, beaucoup de questionnements par rapport à la question du harcèlement scolaire, parce qu'avec les réseaux sociaux, il y a une amplification du risque lié à ce phénomène. Donc des vraies questions sur lesquelles la ville se doit effectivement de soulager, je pense, cette fonction de parentalité. D'où notre mesure phare fondamentale qui est de faire de l'enfance une véritable cause municipale tout au long du mandat et de guider effectivement les choix qui seront faits, et je fais le lien avec la question précédente, sur l'ensemble des choix budgétaires en fonctionnement et en investissement. À tous, nous arrivons au terme de ce débat sur les enjeux des municipales à Bayonne. Merci à tous les candidats d'avoir joué le jeu. Merci à vous tous de nous avoir suivis. La campagne se poursuit évidemment dans les colonnes de Sud-Ouest, sur sudouest.fr et sur TVPI.